à toutes. Je vous souhaite la bienvenue à ce dernier débat midi du monde d'après co-organisé par la Max Bell School of Public Policy et le Cerium. Je me présente, Frédéric Mérand, et avec Jennifer Welch, j'ai eu le plaisir depuis le mois de novembre d'animer ces 5 débats midi qui vont aboutir dans un projet collectif, 2 ouvrages, un en anglais, un en français, proposant des solutions progressistes, mais aussi pragmatiques, nous permettant de reconstruire, d'améliorer le monde d'après la pandémie ou, à tout le moins, d'éviter qu'il ne soit pas pire que le monde précédent. Aujourd'hui, nous allons parler plus spécifiquement des migrations internationales après la COVID-19, un dilemme entre sécurité et citoyenneté. Et nous allons recevoir 2 des chercheurs qui ont piloté ou qui ont participé à des groupes de travail qui ont été mis en place par l'Université McGill et l'Université de Montréal au printemps dernier pour réfléchir à la post-pandémie, Theodore McLaughlin et Valérie Amirault, qui ont participé à des groupes de travail qui ont été mis en place par l'Université McGill et l'Université de Montréal au printemps dernier pour réfléchir à la post-pandémie, Theodore McLaughlin et Valérie Amirault, donc qui ont piloté un groupe de travail d'une part sur la sécurité, d'autre part sur les migrations et la citoyenneté. Ils et elles vont nous faire part de leurs principaux résultats, de leurs principales propositions. Nous accueillerons la réaction, les commentaires, les critiques de Louise Fréchette, qui est certainement connue de beaucoup d'entre vous, anciennement vice-secrétaire générale des Nations Unies et aujourd'hui au Conseil d'orientation du Cerium. Alors, je ne parlerai pas trop longtemps. Le monde d'après, vous le savez, l'expression nous vient de l'ouvrage de Stefan Zweig, qui s'intéressait avec chagrin au monde d'hier. C'est en suivant un peu son inspiration, mais avec l'espoir que les choses aillent mieux que dans son ouvrage, que nous avons convoqué 50 chercheurs de l'Université de Montréal, de l'Université McGill, mais aussi de l'UQAM et de Concordia, à participer à plusieurs réunions de travail au cours desquelles ils ont et elles ont discuté, mais surtout amené des propositions concrètes, pragmatiques, progressistes, comme je le disais, pour améliorer le monde. On se concentre sur les enjeux internationaux, évidemment. Alors, l'idée de la présence de Louise Fréchette, qui n'est pas seulement une praticienne, mais également une historienne formée à l'Université de Montréal, c'est de soumettre nos idées au test de la réalité, celles des praticiens, des praticiennes, des observateurs et des observatrices aguerris. Mais évidemment, votre réaction nous intéresse aussi. Alors, après le tour de table, qui durera environ une demi-heure, vous aurez l'occasion de réagir, de poser des questions, de partager vos propres réflexions sur le sujet. Et cette deuxième partie sera animée par ma collègue Jennifer Welch, qui est également parmi nous. Alors, sans plus tarder, je passe la parole à Theodore McLaughlin pour une première présentation des conclusions de son groupe de travail sur la sécurité. Théodore, la parole est à toi. Merci beaucoup, Frédéric, et merci à tout le monde d'être là. Merci à Mme Fréchette et à Valérie et à Jennifer de votre participation à ce colloque. Et merci de votre assistance aussi. Avec mes collègues, donc, Marie-Joëlle Zahar, Lee Seymour, Maria Martine de Almagro et Sarah Myriam Martin-Poulet, notre chapitre offre donc un tour d'horizon des conséquences de la pandémie pour l'insécurité. La sécurité et l'insécurité ont plusieurs différents sens. Nous nous sommes donc concentrés sur 3. Nous nous sommes concentrés sur les conflits internationaux, sur les conflits civils, les tensions sociales et sur les violences structurelles. Dans chacun de ces enjeux, la pandémie a eu lieu dans le contexte de problèmes graves préexistants. La pandémie a créé un besoin criant de coopérer et d'agir avec générosité dans chacune de ces dimensions de conflit, mais en même temps, ces problèmes préexistants ont miné la coopération et la générosité. La réponse à la pandémie a donc souvent été caractérisée d'égoïsme, de manière à encore plus menacer la sécurité de personnes et de pays. Avant la pandémie, les tendances auguraient mal.
Même si c'est vrai, les conflits internationaux se sont devenus de plus en plus rares, ils se sont replacés en haut de l'agenda avant la pandémie. On pense ici aux tensions entre la Chine et ses voisins, au conflit en Ukraine, à l'échec du contrôle des armements, pour ne nommer que certains enjeux. Si on se souvient, quelques mois, 2 mois avant la déclaration d'une pandémie mondiale, il y avait le risque grave de conflit armé entre l'Iran et les États-Unis, une grave crise. Les conflits civils avaient connu un déclin remarquable pendant la première décennie du siècle, pas quant à eux, mais se sont retournés en force pendant les années 2010. Donc, beaucoup de conflits, mais les outils pour s'en occuper, tels que les institutions internationales, les opérations de paix, avaient été négligés pendant des années avant 2020. Les inégalités croissantes aussi, les frontières durcies et les idéologies extrémistes auguraient mal pour les violences structurelles et pour les tensions sociales. À tout ce portrait, la pandémie a ajouté des raisons très claires pour coopérer. Il est flagrant avec la COVID-19 que ce qui se passe ailleurs nous touche éventuellement, que la coordination scientifique à l'échelle mondiale est absolument essentielle, que la dévastation économique qui a été apportée par la pandémie suggère que les conflits internationaux, l'agression internationale, ce sont un luxe qui ne peut pas être abordé, que des conflits armés, conflits civils par exemple, qui minent des systèmes de santé risquent des conséquences encore plus graves que d'habitude en ce temps. Et au niveau de chaque société, qu'il y a un intérêt collectif de protéger les personnes vulnérables. Et donc, la logique de coopération face à la pandémie est très claire. Et il y a eu, c'est vrai, des moments de solidarité qui ont été très impressionnants. On pense par exemple au partage de données scientifiques entre pays, à l'offre d'équipements médicaux à l'international, ce qui a été certes un effort à la diplomatie redorer son blason, mais qui a eu un impact quand même important. Et on pense par exemple à l'offre d'équipements médicaux par les pays du Golfe à l'Iran pendant le printemps dernier. On pense à certains cessez-le-feu et certaines diminutions de tension pour des fins de santé, comme par exemple au Venezuela. Mais les sources de conflits préexistants ont, dans beaucoup d'autres contextes, infléchi la réponse à la pandémie de manière à nous priver de moyens de vraiment y faire face et d'utiliser ce moment pour renforcer la coopération. Et il y avait plusieurs mécanismes à travers lesquels les conflits préexistants ont fait ça. D'abord, il y avait une tendance de blâmer l'autre. On pense surtout au blâme et aux théories de complot lancées par les États-Unis et par la Chine les uns aux autres pendant l'année dernière, au retrait des États-Unis de l'Organisation mondiale de la santé. Un deuxième mécanisme a été l'instrumentalisation de la pandémie contre l'autre. Ici, il y a un lien avec les idéologies extrémistes. Par exemple, l'utilisation qui a été faite des musulmans en Inde comme bouc émissaire pendant cette pandémie, ou le lien entre la résistance aux mesures sanitaires et les théories de complot. Donc, la résistance qu'on se sent très souvent aux mesures sanitaires a été utilisée comme une espèce de porte d'entrée à un monde de théories de complot et d'extrémisme. Un autre sens dans lequel la pandémie a été instrumentalisée contre l'autre, c'est dans certaines crises politiques. En Éthiopie, par exemple, la crise politique qui a déclenché la guerre civile en novembre dernier était autour de l'annulation des élections à cause, disait-on, de la pandémie. Où on pense aussi au stratagème aux États-Unis d'essayer de délégitimer les élections sur la base des votes par la poste qui ont été instaurés par la COVID-19. Un troisième mécanisme après le blâme et l'instrumentalisation a été le simple fait de placer le fardeau d'agir contre la COVID-19 sur l'autre. Je pense qu'un exemple flagrant de cela, c'est le nationalisme du vaccin qu'on expérimente actuellement. Mais plus généralement, les mesures sanitaires qui ont été mises en place ont été parsemées d'inégalités, avec des lourdes conséquences pour la violence structurelle.
On peut observer cela, par exemple, dans le cas de personnes qui sont vulnérables, sont dans des emplois précaires et des emplois qui doivent être faits en présentiel, qui ont un choix très difficile à faire, travailler et risquer leur santé ou ne pas travailler et risquer leur santé d'une autre manière. On pense aussi aux victimes de violences domestiques qui ont été coincées dans beaucoup de cas avec leurs abuseurs dans une circonstance d'insécurité. Aux migrants et aux réfugiés à qui la porte a été fermée, au couvre-feu et aux personnes en itinérance. Souvent, s'il y a quelque chose qui est similaire à travers ces différents impacts des mesures, des mesures sanitaires, c'est que des fois, on a tendance à penser à ce qui est nécessaire de faire et à définir ce qui est nécessaire de faire en termes de nos vulnérabilités à nous et non pas en termes nécessairement des vulnérabilités d'autres personnes. Donc, les problèmes avant la pandémie ont continué, se sont souvent exacerbés par cette dernière, par la COVID-19. Mais en même temps, certains outils dont le monde dispose pour régler des conflits, des tensions sociales et de pallier leurs conséquences sont minés par la pandémie. Les négociations, les vérifications d'armes, les interactions entre casques bleus et populations locales, toutes ces interactions-là sont rendues bien plus difficiles sur Zoom. Aussi, avec les dégâts économiques qui sont provoqués par la pandémie, il y aurait des compressions budgétaires, il y a tout le risque que la diplomatie, que les opérations de paix, que l'appui aux réfugiés, que toutes ces dimensions de la réponse mondiale à la violence et à l'insécurité en écopent. Il faut donc, à notre sens, prendre avantage des occasions de coopération qui sont quand même présentées pendant la pandémie et à la nécessité dont j'ai parlé tout à l'heure de coopération face à elle. D'abord, de penser au retrait du nationalisme du vaccin et à s'occuper du Sud mondial face à la pandémie. Et je pense qu'il y a toute une occasion ici pour démontrer que le monde est capable d'être à la hauteur d'un problème qui menace tout le monde. Et malheureusement, je pense qu'on est en train de rater cette occasion dans bien des sens. Deuxièmement, de réinvestir dans la diplomatie et dans les opérations de paix, quelque chose qui peut paraître comme étant un luxe, mais qui est quand même, qui sont quand même des activités vitales pour régler des conflits. Et aussi, il y a une occasion de maintenir l'attention aux personnes les plus vulnérables. On dit des fois que la pandémie a dévoilé des problèmes sociaux qui étaient là déjà. Et dans la mesure que c'est vrai que ça a dévoilé des choses qu'on ignorait avant, qu'on ne voyait pas tous les jours et médiatisé pas mal de problèmes, là, il y a une occasion donc à saisir, d'effectuer des changements structurels dont la pandémie a démontré la nécessité afin de réduire l'insécurité de personnes vulnérables. Et ici, à mon sens, la migration devra occuper une place centrale. On m'a demandé donc de parler de ce dilemme de sécurité-citoyenneté et de mon point de vue en tant que chercheur de sécurité, y en a-t-il un? Y a-t-il une entre justement avec la COVID-19, le premier recours dans la pandémie a souvent été l'immigration. À mon sens, c'était quand même exagéré et il faut prendre beaucoup de soins. Il faut élargir notre définition de sécurité pour compréhender les migrants et les réfugiés eux-mêmes. À mon sens, c'est là où les menaces les plus graves à la sécurité qui sont liées à l'immigration sont liées. Le fait de fermer nos frontières, mettre des personnes dans des circonstances de vulnérabilité. Il faut faire preuve de cette générosité pour essayer de réduire ces problèmes d'insécurité-là. Et j'arrêterai. Merci. Alors, Théodore, je te remercie, mais je ne sais pas si c'est un complot pour t'empêcher d'exprimer ta principale proposition. Moi, je ne l'ai pas entendue. Je crois que c'est le cas de beaucoup de gens. Donc, si tu pouvais la répéter, parce que le son nous a
fait défaut au moment où tu étais dans le cœur de ta proposition. Du dilemme de sécurité et citoyenneté, c'est ça? Oui. OK, d'accord. Donc, c'est juste que on a souvent évoqué ce dilemme. À mon sens, le discours par rapport à ce dilemme sécurité et citoyenneté est très exagéré. Par exemple, on l'a évoqué avec le terrorisme. Je trouve que c'est que la menace terroriste n'a pas beaucoup à voir avec la migration finalement, si on pense aux attentats à ce pays. Et au niveau de la pandémie elle-même, les recherches sont quand même partagées sur l'impact des mesures de contrôle frontalier sur la pandémie. Il semble avoir aidé certains pays, mais pas surtout lorsqu'il y a transmission communautaire déjà, pour emprunter une expression de la langue anglaise, the horse has already left the barn, et il s'agit donc de fermer la porte en arrière de lui. Donc à ce moment-là, à mon sens, il n'y a pas nécessairement un très grave dilemme entre citoyenneté et sécurité, à vrai dire. Ce qu'il faut faire, par contre, c'est de penser aux vrais enjeux de sécurité qui sont liés à la migration. Pour moi, c'est la sécurité des migrants et c'est la sécurité des réfugiés. Et c'est le fait de ne pas les laisser dans des circonstances vulnérables par le fait même d'avoir fermé ses frontières pour des mesures, pour des raisons, disait-on, de santé. Est-ce que c'est donc clair? Merci, très bien. Merci Théodore. Je crois que la répétition était très utile et au bénéfice de tous et de toutes. Valérie Amirault, la parole est maintenant à vous. Merci Frédéric, merci de m'avoir demandé d'être la rapporteure du texte que nous avons coécrit avec François Crépeau, Magdalena Dembinska, Alain Gagnon, Mireille Paquet, Thomas Zeul et Luna Vives. Donc on a réfléchi collectivement à ce que je vais vous synthétiser aujourd'hui. Je suis très contente de pouvoir bénéficier des commentaires de toutes, de tous et de Madame Fréchette en particulier. Théo a très bien introduit le sujet en fait et c'était important effectivement qu'il répète son point de conclusion parce que ça me permet d'entrer dans le vif du sujet. Notre texte réfléchit au monde d'après autour de l'enjeu de la condition et de la situation des migrants. Il aura échappé à personne, surtout la semaine qui nous rassemble là, que les frontières sont devenues un peu le dispositif principal de régulation de la réflexion sur la santé publique partout dans le monde. Ça, c'est vrai depuis, on va dire, la mi-mars, un peu partout. Ça s'est fait de manière séquentiellement très, très distincte en fonction des urgences sanitaires locales, mais en gros, la frontière, qui est un dispositif essentiel des politiques migratoires, est devenue le dispositif principal des politiques sanitaires. Donc ça, c'est un premier élément qui est important. Le deuxième élément, c'est que ça a une conséquence immédiate, c'est qu'on est passé d'un régime d'hypermobilité pour tous, pour toutes, avec évidemment des conditions très différentes, des accès différents. Je ne suis pas en train de dire qu'il est aussi facile pour un prof d'université de se déplacer que pour un demandeur d'asile, c'est pas ça. Mais on est passé d'un contexte où la mobilité était un peu le nerf de la guerre à un régime de fermeture des frontières où ça devient l'écologie dominante. Et puis le troisième chose qui nous a rassemblé ou qui nous a tout de suite paru comme essentiel, et Théo en a parlé, c'est cette idée que la pandémie révèle, la pandémie dévoile, la pandémie rend visible. On entend beaucoup d'observateurs, d'experts utiliser ce terme-là. Et en fait, en matière de migration, ce que la pandémie rend visible, c'est l'importance du statut. Ça paraît d'une évidence crasse, mais ça a été rappelé de manière, on va voir, anecdotique et médiatique de manière régulière. Donc l'importance des statuts administratifs et surtout, je ne sais pas si vous avez été sensible comme nous, au basculement médiatique avant pandémie, après pandémie. Donc avant pandémie, la figure du migrant, c'est soit quelqu'un qui a une réussite fulgurante et donc dont on va louer les qualités individuelles d'être parvenu à réussir dans son nouveau contexte d'accueil, ou bien à l'extrême, on a quelqu'un qui meurt en traversant un océan, une mer, ou en essayant d'échapper à des conditions de vie extrêmement difficiles. Donc ça, c'est des figures qui ont été très très médiatisées. Pendant la pandémie, tout d'un coup, on s'est trouvé face à des figures médiatisées de ces mêmes migrants
qui parlait de personnes qui se dévouaient à la population qui étaient leurs voisins et leurs concitoyens, alors en prêtant leurs compétences à des soins de santé, en devenant des travailleurs essentiels, alors que jusqu'à présent, ils étaient les obscures forces d'un marché de l'économie informelle. Donc là, je dresse à grands traits ce qui a un peu encadré la façon dont nous avons réfléchi à l'impact de la pandémie sur les populations migrantes. On a commencé dans le travail par définir, dans notre texte, par définir la précarité. Alors la précarité, évidemment très très compliquée faisant face à l'hétérogénéité des profils qui composent une population migrante et les migrants at large. On s'est intéressé dans cette définition de la précarité, je l'ai dit tout à l'heure en introduction, au statut migratoire. Alors le statut migratoire, dans les deux populations qu'on a choisies comme études de cas, qui sont d'un côté les travailleurs saisonniers et de l'autre les étudiants internationaux, je vous donne deux exemples qui vont vous permettre de comprendre ce à quoi on fait référence, c'est le fait que pour les travailleurs temporaires du marché de l'emploi agricole, par exemple, ou l'horticulture, au Canada, le permis de travail est généralement fermé. C'est-à-dire que quand vous arrivez sur le sol canadien pour occuper un emploi saisonnier, vous n'avez le droit de travailler qu'avec un employeur. Donc votre permis de travail vous oblige à n'avoir de relation qu'avec cette personne. Les étudiants internationaux, si on raisonne en termes de statut, le permis d'études, il est lié à ce qu'on appelle le temps plein. Vous devez être étudiant tout le temps. Donc si on imagine que tout d'un coup, parce que la pandémie vous fragilise pour des raisons personnelles, psychologiques, financières, on peut imaginer plein de choses, et que vous n'êtes plus en mesure d'assurer ce temps plein, vous voyez bien que votre statut administratif, il est immédiatement corrélé à la façon dont vous êtes capable d'assurer vos études en temps plein. Deuxième élément qui définit la précarité, c'est sur le plan migratoire, le fait que les types de travaux accessibles sont souvent ce qu'on appelle les travaux sales, les travaux dont les conditions de réalisation et la pénibilité assurent une prise de risque maximale. Et on l'a vu de nouveau dans les médias quand on a commencé à entendre parler d'un certain type d'éclosion. On parlait des éclosions dans les abattoirs, on parlait des éclosions dans des logements qui étaient dans des conditions sanitaires très, très déplorables. Donc ça assure une forme de vulnérabilité, de précarité structurelle qui s'est activée, aggravée et qui a été mise à jour, dévoilée pendant la pandémie. Et puis, troisième élément important, c'est la dépendance structurelle aux emplois des travailleurs migrants. Alors ça, c'est une manière de rappeler que, je l'ai dit tout à l'heure en parlant des travailleurs essentiels. Les travailleurs essentiels, c'est qui? Ce sont ceux qui, depuis le début de la crise, assurent le fait qu'on puisse être soigné, qu'on puisse manger et qu'on puisse vivre collectivement dans des conditions de salubrité et d'hygiène publique assurées. Donc cette catégorie du travail essentiel, elle est à la fois révélatrice et en même temps, elle souligne l'extrême dépendance structurelle aux emplois qu'occupent en majorité des travailleurs migrants. On pense à l'agriculture, on passe à la santé, mais on peut étendre la réflexion aux étudiants internationaux, puisqu'on sait, notamment dans le contexte canadien et québécois aussi, que les étudiants internationaux sont souvent les futurs employés, les futurs occupants des emplois du pays où ils ont fait, du territoire où ils ont fait leurs études. Alors, deux exemples très récents, juste pour montrer à quel point les mesures du confinement ont révélé aussi la fragilité et la vulnérabilité des populations migrantes. J'en donne deux exemples. Le premier, c'est une mesure prise récemment dans le contexte québécois, mais testée dans plein d'autres contextes, c'est celui du couvre-feu, qu'on a tous vécu depuis à peu près 3 semaines, et si tout va bien pour encore une semaine, on verra ça cet après-midi, qui rend très plus vulnérables les populations qui travaillent de nuit. Alors évidemment, travailler de nuit quand on subit un couvre-feu, c'est quelque chose de particulier, mais ce qu'il faut bien associer à cette idée de la précarité, de la vulnérabilité extrême, aggravée par ce type de mesures, c'est le fait que s'ajoute tout d'un coup à votre stress quotidien d'être déjà susceptible d'être contrôlé, de ne pas avoir d'assurance maladie, de n'avoir aucune garantie ou sécurité de votre emploi, le fait que le couvre-feu ajoute une mesure qui va encore plus vous rendre, si j'ose dire, traçable ou repérable à l'œil des agences qui sont chargées de surveiller ou de veiller que ces mesures sont respectées. Deuxième exemple que je prends, qui est un petit peu plus ancien, c'est celui du mois de mars-avril l'année dernière. La banque alimentaire du quartier qui jouxte l'Université de Montréal, Côte-des-Neiges, a mis en place une banque alimentaire, un service de banque alimentaire qui existe d'habitude, mais qui là a été très achalandé. Nous, nos services aux étudiants ont fermé pendant quelques semaines, 5 à 6 semaines.
Et en discutant avec cet organisme communautaire avec lequel on travaille dans le cadre de mon mandat de vice-rectrice, on a eu des chiffres. Et entre la mi-mars et la fin avril, tout d'un coup, 300 étudiants se sont mis à fréquenter, étudiants internationaux se sont mis à fréquenter cette cantine ouverte pour la population du quartier. Alors évidemment, il ne s'agit pas, quand vous faites de l'offre alimentaire, de trier les usagers et les personnes qui vous rendent visite. Il s'agit simplement de comprendre que la précarité, elle concerne aussi la figure de l'étudiant international, qu'on a un peu tendance à ramener à quelqu'un qui est entre le fêtard et le touriste, hein, mais que là, la pandémie ramène à son statut migratoire de manière fulgurante. Alors, il y aurait plein de choses à dire, mais je vois que le temps file. Quelques exemples pour montrer à quel point les travailleurs migrants et les travailleurs migrants dits essentiels sont devenus des protagonistes au cœur de la pandémie, qui permettent ensuite d'envisager une réflexion sur le droit et la façon dont la pandémie pourrait aider à penser un monde d'après un petit peu différent. L'exemple qui est le plus évident, aussi bien au Québec qu'en Europe, puisqu'on aime au Cerium travailler en perspective comparée, c'est évidemment le fait que les besoins essentiels en matière alimentaire sont, pour une très large part, reposent sur les épaules de travailleurs saisonniers. Ces travailleurs saisonniers qui sont employés, comme le veut l'expression, d'une manière inconstante, et dont on a vu, dès le mois de mars-avril l'an passé, quand la fermeture des frontières est devenue impérative, que ça soulevait toute une série de questions sur la disponibilité des ressources alimentaires, notre capacité comme population à continuer d'accéder à une alimentation équilibrée, diversifiée, locale, et le fait que ces populations n'avaient pas été pensées comme une population au départ essentielle. Donc il a fallu aménager leurs conditions d'accès, et ça ne s'est pas toujours fait dans la plus grande légalité. Je prends l'exemple de la France et de l'Espagne. En France, entre le moment où la fermeture des frontières est décidée mi-mars et le moment où le décret qui va autoriser les travailleurs temporaires à venir pour faire la récolte dans les champs à partir du mois de mai-juin, se passe 3 mois. Les entrées sur le territoire français continuent. Et là, on ne parle pas de travailleurs temporaires européens. On parle de travailleurs temporaires qui viennent pour beaucoup d'Amérique latine et qui transitent par des agences de placement qui ensuite les envoient sur les exploitations agricoles qui ont besoin d'eux. Ça, c'est un premier exemple. Au Québec, on a entendu beaucoup parler du contrat d'emploi entre des travailleurs mexicains et des entreprises agricoles. Ce qu'il faut savoir, et la raison pour laquelle j'insiste là-dessus, c'est que ce besoin de main-d'œuvre, il ne recouvre pas uniquement une réflexion en termes d'emploi et d'accès à de la main-d'œuvre. Il reflète aussi les carences en matière d'encadrement sur le plan syndical, d'accès à des soins de santé, d'accès aussi à des conditions de logement, et que donc derrière l'accès à l'emploi, c'est toute une capillarité à laquelle il faut penser, qui évidemment va bien plus loin que le simple fait de contrôler le prix de la livre de fraises, comme le dit toujours François Crépeau. Si vous voulez que la livre de fraises reste à un prix accessible pour vous entre le mois de mai et le mois de septembre, mais il faut aussi penser à l'endroit où on va loger ces travailleurs, à leurs conditions d'emploi, au fait qu'on leur émet des feuilles de paye, au fait qu'on leur donne accès à des soins de santé et que, par exemple, on leur permet de se prêter au dépistage de la Covid-19. On pourrait étendre le discours à d'autres territoires. L'Allemagne est aussi un endroit où on a vu, toujours pendant la même période, celle que je viens de citer, en gros printemps-été dernier, 130 000 ouvriers du secteur agricole employés comme travailleurs détachés qui viennent en majorité d'Europe de l'Est, Roumanie, Bulgarie, et qui, comme les Mexicains qu'on a vus au Québec ou comme les travailleurs latino-américains que je mentionnais pour la France, sont envoyés sur les endroits où on leur demande de récolter les produits et sont évidemment parqués dans des habitats collectifs, voyagent en bus, et sont confrontés à des conditions de travail qui ne respectent pas les mesures sanitaires qu'on impose au reste de la population. Donc il y a une réflexion évidemment sur les éclosions qu'on a beaucoup médiatisées à avoir autour de ces populations. Très rapidement sur les étudiants internationaux. Je disais tout à l'heure, figure intermédiaire souvent assimilée à une ascension sociale. Ce que fait cette pandémie, c'est qu'elle révèle l'extrême fragilité et vulnérabilité des étudiants internationaux, qui se sont retrouvés pour certains entre deux statuts, sans ressources, et incapables ou
pas autorisés à accéder aux mesures, notamment fédérales ou provinciales, qui étaient mises en place pour venir en aide aux populations sans ressources. Je pense à la prestation canadienne d'urgence, évidemment, pour les étudiants, qui a été dans un premier temps réservée aux citoyens ou aux résidents permanents. Donc il faut, évidemment, quand on réfléchit aux migrations, j'en ai beaucoup discuté dans le groupe, on en a beaucoup discuté, la tendance, c'est facile de peindre uniquement un tableau noir, et c'est un petit peu ce qu'on a choisi de faire dans le papier. Dans le texte, on revient beaucoup sur le fait que, avant la pandémie, le pacte mondial pour les migrations sûres, ordonnées et régulières a été accepté. Il a été accepté en 2018. Il est ensuite passé aux Nations Unies. Et c'est donc un texte qui encadre et qui propose une série de principes. Il y a 10 principes, 23 mesures, pour essayer de réfléchir à la façon d'encadrer mieux, de rendre plus sûr le déplacement des populations. Et ce que fait la pandémie, c'est qu'elle donne une occasion, en fait, de véritablement passer à l'acte et à la mise en œuvre de ces principes énoncés, de revenir notamment sur, je l'ai dit en introduction, la question des statuts, sur la façon dont le régime ordinaire qui s'applique à nous tous en contexte de pandémie est finalement, c'est-à-dire un régime de surveillance, de traçabilité, de demande d'identification, de suivi. C'est ce à quoi on se prête tous quand même depuis une année. Si vous avez voyagé et être rentré au Canada depuis le mois de juillet dernier, vous avez dû utiliser cette application auprès de laquelle vous devez renseigner un certain nombre d'informations. Et ça, c'est le régime ordinaire du migrant. C'est ce que les migrants sont sans arrêt invités à faire et ce régime auquel ils ne peuvent pas échapper. Donc, quelque part, la pandémie fait fusionner les deux régimes. Mais évidemment, il y a toute une série de trous noirs dont je n'ai pas parlé. Il y a par exemple, que deviennent les personnes qui étaient en détention et qui étaient en voie d'être déportées ou renvoyées dans leur pays d'origine. Ça, c'est une des choses sur lesquelles on a très peu d'informations. Deuxième chose, pendant cette pandémie, les données sur les migrations sont très très peu collectées et ne sont plus de l'ordre des priorités. Donc on est en train de perdre une capacité de connaissance de la réalité des mobilités. Et puis, dernier élément, sur le plan des politiques sanitaires, il me semble qu'on a vu, et Théo l'a dit tout à l'heure, une forme de nationalisme sanitaire se mettre assez vite en place, comme un réflexe naturel. Et le texte que nous avons rédigé se conclut sur une invitation à prêter l'oreille aux continuités de ce nationalisme sanitaire quand on sortira du contexte pandémique. Merci. Merci beaucoup, Valérie Amirault. Alors, nous avons entendu un politologue, nous avons entendu une sociologue. Maintenant, nous allons entendre une historienne de formation qui a occupé à peu près toutes les fonctions importantes qu'une Canadienne peut occuper dans l'administration fédérale et internationale, ministère de la Défense, Nations Unies, Affaires étrangères. Louise Fréchette a donc occupé des fonctions et a une formation qui incite généralement à la prudence, à la sagesse. Alors, nous sommes curieux d'entendre ces réactions aux deux interventions précédentes. Louise, la parole est à vous. Merci Frédéric. D'abord, merci de m'avoir invité à participer à cet événement. Je t'ai dit quand tu m'as approché qu'il fallait que je fasse travailler mes neurones de temps en temps depuis que je suis à la retraite. Eh bien, certainement, les deux textes qui ont été produits m'ont fourni beaucoup de matière à réflexion. Et en réalité, je trouve que les deux analyses sont très complètes, très exhaustives. Et je ne suis pas sûre que j'ai beaucoup à ajouter ou à commenter sur ces deux analyses. Et donc, je vais tenter plutôt de répondre à la question du dilemme entre sécurité et citoyenneté. Et là, j'avoue que le libellé de la question m'a interpellée parce qu'au départ, il y a la citoyenneté et la sécurité sont intimement liées. Le premier devoir d'un État, c'est d'assurer la sécurité de ses citoyens et un citoyen est en droit d'attendre que son État le protège. Et donc, à prime abord, je ne voyais pas très bien à quoi on voulait en venir. Je pense que les exposés que je viens d'entendre, les textes que j'ai lus, m'ont éclairé sur l'application de ce concept-là, particulièrement par rapport à la COVID et à ce qu'on vit présentement. Moi, j'ai choisi de traiter de ce thème-là de façon plus globale
et de parler de citoyenneté en termes de citoyens du monde. Et là, c'est là que je suis un petit peu en désaccord, pas en désaccord, mais que je voudrais commenter un peu sur ce que Théodore a dit. C'est qu'en réalité, ce dilemme entre citoyenneté et sécurité, citoyenneté entendue au terme de citoyens du monde, de nos devoirs, de nos responsabilités par rapport à ceux qui ne sont pas nos concitoyens, c'est en fait au cœur des relations internationales. À chaque fois qu'on négocie un traité, qu'on prend des engagements internationaux, on sacrifie un peu de sa souveraineté. Et on se rend compte que ces engagements-là sont rarement absolus et qu'il y a presque tout le temps, explicitement ou implicitement, une exception qui est faite pour la sécurité. Et en plus, en matière de relations internationales, ce sont les États eux-mêmes qui jugent si leur sécurité est en jeu ou non. Donc, il y a une tension très réelle entre ces deux concepts quand on parle de relations internationales. Et puisqu'on veut parler de l'après-COVID, je pense qu'on a beaucoup parlé, on a très, très bien décrit toutes les implications de la réponse que l'on donne actuellement à la COVID, mais à plus long terme. Est-ce que la COVID est ce genre de crise qui va avoir un impact profond à plus long terme? Est-ce qu'elle va être porteuse de réformes et d'innovations dans un monde qui en a bien besoin? Ou au contraire, est-ce que ça va rendre la coopération internationale encore plus difficile? Et je parle vraiment à plus long terme. C'est un peu tôt pour répondre à cette question parce que la crise, elle n'est pas terminée et ses impacts économiques et politiques sont encore à venir. Et on ne sait pas, c'est hasardeux de vouloir prédire comment ça va être dans 6 mois, dans 1 an. Et puis en plus, les retombées sont différentes d'un État à l'autre. Il y a des États qui vont en ressortir plus ou moins indemnes. Il y en a d'autres qui vont être vraiment bouleversés, soit au plan économique, soit au plan politique, ou les deux. Donc, c'est un peu dangereux de faire des prédictions sur l'avenir, mais je vais quand même essayer. En disant d'abord que c'est vrai que la COVID est une crise qui est exceptionnelle à tous les égards. Elle n'épargne aucun pays, affecte pratiquement tous les habitants de cette planète. Et donc, je pense que c'est une crise qui va avoir des effets à long terme. On peut déjà imaginer l'impact que la crise de la COVID aura sur le monde du travail. Je pense qu'on peut aussi imaginer qu'il y a plein de pays qui vont vouloir revoir en profondeur leur système de santé international. Je pense aussi qu'il y a certains États qui vont vouloir regarder leur politique en matière d'immigration, ne serait-ce qu'à cause des besoins de main-d'œuvre dans le domaine de la santé, qui s'est révélé être un problème majeur dans plein de pays. Je pense même que la COVID va favoriser l'émergence de ce que j'appelle une nouvelle orthodoxie économique, qui va donner plus de place au rôle de l'État. Donc, c'est une crise majeure qui va avoir un impact à long terme. Mais en matière de relations internationales, je suis moins certaine que c'est ce genre de crise. Ne serait-ce que parce que les forces en présence sont enfermées dans une logique de rivalité, sinon d'affrontement. Les circonstances internationales sont telles que je ne pense pas que la COVID soit une crise suffisamment profonde pour réveiller une espèce d'instinct de coopération comme on a eu, par exemple, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Ça ne veut pas dire que je n'entrevois pas un renforcement de la coopération internationale dans certains domaines. Je pense, par exemple, qu'il est tout à fait possible qu'on voit des réformes utiles à l'OMS en matière d'échange de données, en matière d'alerte précoce, de prévention. Est-ce qu'on ira jusqu'à donner des pouvoirs supplémentaires à l'OMS, par exemple, pour aller faire des inspections sans l'accord des États?
c'est pas impossible, mais si on veut espérer un progrès dans ce domaine-là, il faudra que ça soit abordé sous un angle absolument scientifique et qu'on évite de politiser ça et d'en faire une espèce de procès des Chinois. Parce que si c'est ce qu'on essaie de faire, il n'en sortira rien, j'en suis pas mal convaincue. Il n'est pas impossible non plus que la communauté internationale, les pays les plus avancés, fassent un effort supplémentaire sur l'accès aux vaccins. L'initiative COVAX est bien lancée. Est-ce qu'il y aura suffisamment de fonds? C'est pas clair encore, mais il y a quand même des indications qu'un bon nombre de pays sont prêts à faire des vrais efforts pour assurer l'accès aux vaccins dans les pays les plus pauvres. Est-ce qu'ils sont prêts à faire des efforts semblables pour aider les pays les plus pauvres à gérer les retombées économiques dans leur pays? Reste à voir. L'histoire me fait penser que oui, il y aura des programmes, il y aura des façons de répondre aux besoins les plus pressants. Est-ce qu'ils seront suffisants? Ben, ça reste à voir. Mais pour que ça se passe, il va falloir qu'il y ait quand même un leadership affirmé des pays qui en ont les moyens pour voir ce genre d'initiative arriver à ces fins. Et c'est ça qui me préoccupe à l'heure actuelle, c'est qu'on n'a pas l'air à se préoccuper beaucoup de ce qui se passe ailleurs. Au nom de la sécurité, au cours des récentes années, on a mis en place un très grand nombre de mesures de contrôle dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme religieux. Aujourd'hui, au nom de la sécurité d'emploi, de la sécurité alimentaire, de la sécurité des données, de la sécurité des chaînes d'approvisionnement, évidemment de la sécurité contre les pandémies, on ferme les frontières, on prône l'achat chez nous et l'autosuffisance. On veut rapatrier des grands pans de l'activité manufacturière qui avaient migré dans les pays en développement. Pendant que les budgets de défense augmentent, les budgets d'APD stagnent et le sort des réfugiés n'a pas l'air d'intéresser grand monde. Prises une à une, toutes ces mesures peuvent avoir une logique. Il y a des raisons de vouloir, de penser à ce genre de mesures de contrôle ou de restriction. Quoique ce n'est pas toutes ces mesures qui sont justifiées comme ça. Il y a souvent derrière les arguments de sécurité, il y a du protectionnisme pur et simple. On l'a vu avec M. Trump et ses mesures tarifaires contre les importations d'acier et d'aluminium du Canada. Mais il reste que, dans bien des cas, il y a des bonnes raisons de penser à ce genre de mesures qui finissent par réduire l'interaction entre les nations, entre les États. Et on n'a pas l'impression qu'il y a quelqu'un qui prend en compte l'impact cumulatif de toutes ces mesures sur les populations des pays tiers, sur la bonne santé de l'économie mondiale et sur la dynamique des relations internationales. Et je pense que la course au vaccin à laquelle nous assistons aujourd'hui n'est que l'exemple le plus récent de l'emprise croissante de ce qu'il faut bien appeler les égoïsmes nationaux. Que l'Union européenne décide de contrôler l'exportation de vaccins fabriqués en sol européen pour accorder la priorité à ses seuls citoyens, en dit long sur le zeitgeist de notre époque. Nous sommes à l'ère du me first, pas celle du citoyen du monde, dans le dilemme entre sécurité et citoyenneté. Pour l'heure, c'est largement la sécurité qui l'emporte. Est-ce qu'on peut espérer des changements avec l'arrivée de M. Biden à la Maison-Blanche? Parce que ce que je viens de décrire, c'était au cœur même de la vision ou l'absence de vision de M. Trump. Est-ce que l'arrivée de M. Biden va changer quelque chose à l'affaire? Oui, sûrement un peu. Sûrement un peu, dans la mesure où le président Biden, les démocrates, font des professions de foi envers le multilatéralisme, envers la coopération internationale. Oui, je pense qu'on peut voir un certain mouvement positif
Financement des missions de paix, par exemple, peut-être qu'ils seront plus ouverts à financer des nouvelles missions de paix que ne l'était l'administration Trump. Mais il reste que M. Biden opère dans un contexte domestique extrêmement difficile, très polarisé, et où il y a un fort courant isolationniste et protectionniste au Congrès et dans l'opinion publique. Et évidemment, le spectacle affligeant des déboires américains avec le chaos électoral, la prise d'assaut du Capitole, la gestion de la pandémie, ça a terni l'image des États-Unis et je pense que ça affaiblit sérieusement leur capacité à exercer un leadership international. Pour conclure, je pense que la crise du COVID ne sera pas la source d'un espèce de choc de solidarité et je le regrette beaucoup, mais je ne vois pas dans l'expérience de la crise du COVID le début d'un renouveau dans la coopération internationale, d'un nouveau dans la solidarité internationale. Peut-être que le choc des changements climatiques fera ce que la COVID n'a pas réussi à faire. Et dans ce contexte-là, toute la question de la migration internationale va prendre une dimension particulièrement importante. Et peut-être qu'on verra là enfin des initiatives qui vont faire en sorte que comme communauté internationale, on va se donner les instruments nécessaires pour mieux répondre aux défis qui nous concernent tous. Voilà, j'arrête là. Je me rends compte que je suis très loin de la perspective des deux groupes, mais c'est ce qui m'est venu à l'esprit quand on m'a demandé d'intervenir sur ce sujet. Merci. Merci, Louise. Pas du tout. C'était formidable. Et maintenant, je vais essayer d'écrire quelque chose sur le OMS. Alors, merci pour vos idées de ça. C'est un sujet très difficile maintenant. Et alors, maintenant, on a quelques minutes pour vos questions. Le système plus facile est de mettre les questions sur le chat. Et j'ai deux questions maintenant. Amandine a demandé si est-ce qu'on doit penser de la proposition de mettre en place un passeport sanitaire. Karim, un de notre groupe des profs, a discuté ça dans l'actualité cette semaine. Qu'est-ce que vous pensez? Peut-être Valérie, vous pouvez commencer vos idées sur le passeport sanitaire. Alors, depuis 3-4 semaines, en fait, depuis que les campagnes de vaccination sont annoncées, ça revient et c'est surtout porté par les lobbies du tourisme, pour le dire vite. Pour ceux qui n'ont pas moins de mon âge, je pense que nous avons déjà voyagé avec des passeports ou des carnets de vaccination qui étaient fournis par des compagnies aériennes quand on devait aller dans certains pays. Donc, c'est une pratique qui a pu être mise en place sur certains dans le passé. La question, c'est est-ce que c'est le bon outil pour répondre et pour assurer la sécurité à la fois des voyageurs et des résidents? Parce que dans l'idée du passeport sanitaire, on contrôle la personne qui voyage et on fait en sorte qu'elle n'apporte pas un certain nombre de risques dans le pays où elle se rend. Mais ça soulève immédiatement d'autres questions. On est dans un contexte de santé publique où on voit bien qu'il y a une saturation du système qui fait que même la vaccination des personnes qui résident à un endroit est difficile. Comment est-ce qu'on impose ce passeport sanitaire à des populations dont je parlais tout à l'heure, qui n'auraient pas accès, par exemple, au vaccin? Qui paye? Qui prend en charge le frais de ces vaccinations? Quelle est, surtout sur la Covid-19, on voit bien, on commence à parler d'une mutation là en ce moment. Donc ça veut dire que le vaccin va être à refaire peut-être tous les 6 mois. Est-ce que les populations ont envie, pour voyager, de se soumettre à ça? Et puis ensuite, il y a la question de savoir la Covid, mais quoi d'autre? C'est-à-dire jusqu'où on s'engage quand on rentre dans un système comme celui-là. C'est à peu près des débats qui, pour moi, rejoignent, enfin c'est très similaire aux débats qui rejoignent la traçabilité par les téléphones portables sur les applications qui voulaient être mises en place par le gouvernement fédéral. Donc, moi, je suis pas forcément, j'ai pas une opinion toute faite. Je suis très curieuse de voir ce que les spécialistes de santé publique ont à dire sur le sujet.
Théo ou Louise, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter pour cette question? Pas au commentaire de Valérie, ce que je trouvais tout à fait compréhensif. Louise? Non, écoutez, la réponse me semble tout à fait complète, mais ça m'a rappelé que d'avoir des certificats de vaccination, c'est pas une nouveauté. Dans plusieurs pays, il faut prouver qu'on a été vacciné contre un certain nombre de maladies. Donc, c'est pas une idée particulièrement révolutionnaire, mais ça pose tous les problèmes que Valérie a très bien identifiés. Si je peux juste ajouter une chose, c'est en se focalisant, il me semble, sur cet enjeu Covid comme étant l'alpha et l'oméga de nos réflexions, on passe à côté aussi, ou peut-être on ne voit plus la réalité des politiques vaccinales, par exemple, dans certains pays où, pour investir ou pour soutenir la lutte contre la pandémie, on s'est mis à ne plus traiter ou ne plus vacciner un certain nombre de populations. Je pense à la rougeole, parce qu'on a une spécialiste de ces questions-là à l'université, Laurence Monet, avec qui j'ai eu la chance de discuter, qui m'expliquait que dans certains pays, la vaccination contre la rougeole, qui est donc une maladie mortelle, on est en pandémie de rougeole depuis 2017, est complètement mise de côté. Donc, cette espèce d'obsession pour ce qui nous régit en ce moment et qui nous contraint tous, vous l'avez bien rappelé, Madame Fréchette, à l'échelle de la planète, nous fait quand même laisser dans l'angle mort énormément de sujets qui, sur une question comme le passeport sanitaire, me semblent essentiels à garder à l'esprit. Merci. On a une question de Francine. La question discuter la relation entre les pays riches et les pays pauvres. Est-ce qu'il y a encore des pays qui ont les moyens d'aider les pays le plus pauvres? Elle a écrit ici, les pays se sont endettés. Qu'est-ce que vous pensez de l'avenir de ça, les relations entre les pauvres et les riches? Théo, Louise? Ce que je dirais là-dessus, quand on pense à l'aide aux pays pauvres, on pense juste à l'aide publique au développement. Or, l'aide publique au développement, c'est une petite partie de cet univers de coopération internationale qui fait en sorte que les pays les moins avancés puissent connaître la croissance, puissent fournir les services essentiels. Et donc, il faut penser en termes non seulement d'aide publique, et oui, je pense que les pays les plus avancés qui ont toujours réservé une partie de leur budget sont encore en mesure de le faire. Les banques de développement international sont là pour ça. Et il faut parler de commerce, il faut parler d'investissement, hein, de s'assurer que la machine économique qui est en train de repartir chez nous repartent aussi dans les pays en développement. Et c'est pour ça que j'ai parlé de certaines inquiétudes que j'ai par rapport au nationalisme et au protectionnisme économique, hein, qui peut avoir des impacts bien plus importants que le pourcentage d'aide publique en développement sur la capacité des pays en développement d'avoir une économie dynamique qui leur permet de voir aux besoins de leurs citoyens. Théo? La chose que je dirais, c'est que je pense qu'on a quand même les moyens d'aider. C'est vrai que les conditions économiques ont été beaucoup affectées par la pandémie et qu'il y a donc des graves problèmes économiques et des dettes. Mais cela dit, je pense que la proportion qu'on dépense sur différents programmes d'aide aux pays en voie de développement n'est pas énorme et fait quand même une différence importante et que c'est entièrement possible d'être endetté, surtout dans des circonstances dans lesquelles, par exemple, les taux d'intérêt sont quand même toujours très bas et que c'est possible quand même donc de faire affaire avec une dette importante pendant une bonne période de temps. C'est donc possible et envisageable, je pense, de continuer à aider des pays en voie de développement. Je regrette donc, par exemple, les compressions récentes dans le budget britannique d'aide publique au développement. Par exemple, je pense que c'est entièrement regrettable de baisser le seuil et je pense que c'est une décision, par exemple, qui devrait être revue.
Juste pour commenter là-dessus, les Britanniques étaient à 0,7 du PNB. Nous, comme Canadiens, on serait mal placés à Oui, oui, tout à 0,3 fait. Absolument. de leur faire la leçon. Oui, oui. C'est juste, c'est un peu dur de voir un chef de file comme les Britanniques réduire leur seuil en particulier, je dirais. Valérie, peut-être une autre question pour vous. Face aux besoins évidents de la main-d'œuvre migratoire, est-il probable d'assister à une multiplication d'accords bilatéraux avec les pays d'origine afin de sécuriser d'une façon légale cette migration? Des tels accords pourraient-ils anticiper une plus grande rationalisation multilatérale? Qu'est-ce que vous pensez? C'est très difficile de donner une réponse unique tellement les situations nationales sont évidemment différentes. C'est pas à exclure, mais ça ne résout que la question du franchissement de la frontière. Or, l'enjeu est bien plus que ça. L'enjeu est les conditions de travail, le droit à la syndicalisation, par exemple, les visites de l'inspection du travail. L'exemple que je citais tout à l'heure sur l'Espagne, une des raisons pour laquelle ça a été extrêmement médiatisé, c'est que l'agence intérimaire qui s'occupe du placement des travailleurs, est en, je crois, 6 plaintes ou 6 affaires en cours différentes et doit quelque chose comme 12 millions au fisc français d'évasion sur les fausses déclarations de salaire ou l'absence de déclaration de salaire, les heures supplémentaires pas payées. Donc c'est vraiment du dumping social à la fois qui nuit aux ressources en matière de sécurité sociale, hein, puisque les cotisations sur les salaires, elles servent à financer ce genre de choses, et puis en même temps qui nuisent aux conditions de vie des travailleurs. Donc ça peut être un moyen d'encadrer la légalité du franchissement de la frontière, mais ça ne résout pas la précarité et la vulnérabilité du travail temporaire sur ce type de ressources essentielles. OK. Louise, Théo, quelque chose à ajouter? L'idée d'avoir une espèce de cadre international pour vraiment encadrer l'immigration, que ce soit pour recrutement de main-d'œuvre ou autre chose, reste un défi majeur pour la coopération internationale. Oui, le pacte qui a été conclu il y a 2 ans identifie certaines balises, mais si vous parlez à Louise Arbour, elle sera la première à vous dire que ça reste au plan des principes, ça reste au plan déclaratoire, et qu'encore là, les préoccupations de souveraineté qui sont associées à la sécurité font en sorte que les pays ne sont pas prêts à prendre des engagements fermes, tant de la part des pays de départ que des pays de transit, que des pays d'accueil. C'est un des domaines les plus sensibles, je pense. Il faut continuer d'y travailler, mais il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait des développements majeurs là-dedans. Et c'est ce qui me fait penser que moi, je pense que les changements climatiques vont peut-être être le déclencheur d'une coopération plus organisée entre les différents types de pays sur l'immigration. Merci. Alors, on a seulement 1 minute. Alors, je vais prendre, Frédéric, une question de plus. Je m'excuse pour les autres, mais Jacob a posé une question très intéressante. Dans l'éventualité où la frontière entre Canada et les États-Unis ouvre encore, pensez-vous que le Canada devra-il gérer un afflux potentiel de demandeurs d'asile? Qu'est-ce que vous pensez? C'est une situation peut-être difficile pour le Canada. Qu'est-ce que vous pensez? Peut-être Valérie? Alors moi, quelques informations qui sortaient de la plume des agents de l'Agence des services frontaliers du Canada. C'est un peu le grand mystère, ces données-là. Le mot afflux me gêne un peu parce que je ne sais pas si les gens vont être si nombreux, mais dans la série des impensés du contexte pandémique, le traitement administratif, la seule chose qui a continué à être faite, c'était la déportation des personnes qui souhaitaient quitter le Canada et qui étaient en situation irrégulière, évidemment. Les personnes auxquelles on ne voulait pas donner un statut pour des raisons liées à de la criminalité.
Et puis, les seuls endroits où on a continué à refouler, c'est aux frontières. Donc, moi, je n'ai aucun moyen de répondre concrètement. Je ne suis pas capable de lire dans le futur, mais je ne pense pas que ça aille dans le sens d'un assouplissement ou d'un plus grand laxisme, je dirais, parce qu'il y aurait une masse ou un afflux important. Je suis même pas sûre que, comme vous disiez dans la question, la Cour supérieure a suspendu l'accord avec les pays tiers. Je suis pas sûre que ce soit réactivé du tout dans un futur proche. Merci. And this discussion reminds me of our first session on relation entre Canada et les États-Unis. Alors, merci Louise, Valérie, Théo, merci beaucoup. Merci. Merci à vous. And I would also like to bring this series to a close. We've had 5 fascinating debates with our colleagues on both sides of the mountain, which was un défi, mais on a réussi, Frédéric. Et on a un livre, we have a book in publication, starting publication with our essays, but they take much longer to come out in print than these discussions online. I want to thank our discussants, in particular Louise, but also Robert et les autres, Ben, Maya, and I'm forgetting the 5th that we had as discussants. It was an excellent series. Thanks to all of you for joining us. And we hope, when we began this, we thought there would be a monde après. We're still au cours de la crise. But I hope these have been interesting and stimulating discussions for all of us. We said we would keep them to an hour, so I'm going to quickly wrap up and also say thank you to UDM, to Frédéric, to Amandine. And we hope to see you soon, I guess, on Zoom. Au revoir et merci.